Bonjour, bonjour Stéphanie, bonjour Ingrid, bonjour, bienvenue. Salut Julia, Juliane, bonjour à tous et à toutes surtout. Je vais attendre un petit peu que les gens arrivent. Coucou. Je vais attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive parce que je crois qu'il y avait du monde qui était vraiment intéressé par ce sujet. Peut-être que dans le chat vous pouvez écrire où vous êtes et comment vous vous sentez aujourd'hui si vous avez envie. Moi je suis un peu fatiguée mais je suis très contente d'être là et j'ai plein de trucs à partager avec vous. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions et donc ça m'a donné beaucoup d'idées de choses à partager avec vous et ça va être super. Salut Émilie, salut Lise, coucou. Barbara est là, génial. Ok, donc aujourd'hui on est là pour parler de la prise de parole en public. D'abord, super, coucou Loïc. D'abord pour expliquer, je vais expliquer ce qui m'est arrivé parce que le sujet que je connais le mieux, bah, c'est moi, forcément. Et puis je vais répondre comme je peux aux questions qui m'ont été envoyées. Il y avait beaucoup de questions qui étaient similaires et en fait, bah, du coup, je les ai regroupées ensemble. Une partie des questions, j'ai pas eu le temps de les noter parce que les stories questions qui durent que 24 heures et tout ça, j'ai pas réussi à noter toutes les questions. Donc si vous en avez d'autres, ce que je vous propose, c'est que vous attendiez la fin parce que si ça se trouve, je vais y répondre parce que je l'avais noté ou parce que quelqu'un d'autre avait une question similaire et qu'on attende plutôt la fin pour des questions qui sont pas dans ma liste. Donc on va voir s'il y a du temps, mais ce serait plus facile pour moi de faire comme ça. Donc c'est parti, la machine est lancée. Donc d'abord, j'aurais jamais cru que je ferais ce genre d'événement où je parlerais de comment prendre la parole en public parce que j'étais plutôt de l'autre côté de l'écran et plutôt à pas du tout prendre la parole en fait il y a quelques années. J'ai toujours été du genre discrète. À l'école, j'étais toujours genre au milieu ou au fond de la classe, un peu cachée, élève moyenne, mais qui suit bien et qui est un peu dans son coin, un peu dans sa bulle et qui lève pas la main. Encore aujourd'hui, je sais que j'ai encore cette tendance-là parce que quand je vais à l'école de la présence thérapeutique, je parle pas. Donc autant je me livre beaucoup maintenant sur les réseaux sociaux et je suis capable de parler même dans un groupe ou de faire des conférences, que quand on me remet dans un cadre scolaire, je lève pas la main, je prends pas la parole, je c'est pas mon truc. Donc je le fais au bout d'un moment parce qu'il faut le faire ou parce qu'on me pose une question, mais c'est pas mon truc, je suis pas au centre de l'attention et j'aime pas ces choses-là. Dans ma carrière, j'ai commencé dans l'ombre parce que j'étais responsable marketing, communication et tout ça, mais j'étais jamais la personne qui répondait aux interviews, j'étais toujours plutôt la personne de l'ombre et je pensais que ça durerait toujours comme ça et ça me convenait tout à fait. J'étais très bien comme ça et j'envoyais les gens répondre aux interviews, j'embauchais des gens pour faire ce travail-là et c'était très bien pour moi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que fin 2015, j'ai commencé à écrire La naturopathie pour les nuls, qui est sorti en 2016. Et quand le livre était sur le point de sortir, eh bien, avec ma co-auteure, Anne-Marie, on s'est dit, mais comment on va faire pour faire la promo du livre? Et Anne-Marie, c'est aussi une femme de l'ombre. Et donc, elle n'était pas dans la lumière non plus. Et moi, je ne voulais pas spécialement y aller non plus. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est con parce que on représente une naturopathie qui est joyeuse, qui est pas grise, une naturopathie qui a de la couleur, qui a de la joie, tout ça. Et ça va pas se voir si c'est pas nous qui allons en parler. Si le livre est juste défendu par une attachée de presse ou juste, vous savez, sans auteur qui se montre. Et j'avais vraiment découvert des choses extraordinaires sur la santé naturelle qui m'avaient fait tellement de bien que je ne pouvais pas laisser comme ça passer l'opportunité de parler de la santé naturelle avec celle que j'étais, avec le fait que moi je trouvais que c'était décomplexé, joyeux, facile, que les principes de base étaient accessibles à tous et à toutes. Et vraiment j'avais envie que ça se voie. Et pour que ça se voie, bah, il fallait que je me montre un peu. Donc je me rappelle, fin 2015, j'ai pris la décision radicale
entre moi et moi, j'ai fait une réunion et je me suis dit, bah écoute, maintenant tu vas te mettre sur les réseaux sociaux et tu vas mettre des photos, etc., etc. Parce que avant j'étais sur les réseaux sociaux avec un faux nom, donc j'avais mis Mélanie, c'est mon deuxième prénom, et Terem, c'est Méret à l'envers. Donc j'étais Mélanie Terem sur les réseaux sociaux pendant au moins 8 ou 9 ans. Et c'était juste pour parler avec mes amis. Donc il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien du tout. C'était juste pour parler avec les gens qui étaient un peu partout. Et voilà, et c'est tout. Donc il y a 5 ans, je me suis dit, c'est parti, il va falloir que tu te montres. Et puis ça m'a donné mal au ventre. Ça a été vraiment hyper dur pour moi, cette décision. Mais j'ai pas eu l'impression d'avoir le choix. C'était comme si vraiment le vent me poussait dans le dos et me disait, bon bah, maintenant, bah, t'as pas le choix. T'as écrit un livre et tu dois aller avancer, et tu dois aller le montrer et tu dois te montrer. Et pour la petite histoire, je la raconte souvent cette histoire parce que je l'aime bien. J'avais été à un congrès des entrepreneurs discrets à succès. Parce que donc je commençais à être naturopathe, je venais d'écrire le premier livre, etc. Et je me disais, il doit bien y avoir une façon de réussir tout en restant discrète. Et c'était une demi-journée, ça m'avait coûté de l'argent. C'était, voilà, j'étais allée, c'était à Bastille, il y avait plein d'intervenants. Et cet événement m'avait mis beaucoup en colère parce qu'il y avait des coachs qui se sont succédés sur la scène, qui ont dit des choses qui étaient très très intéressantes, mais qui allaient toutes dans le même sens, à savoir que à un moment, si tu veux réussir, il faut que tu te montres. J'étais ressortie bouillonnante d'avoir perdu une demi-journée de travail pour mes clients en freelance, etc., d'avoir dépensé de l'argent pour que, excusez-moi, me disent qu'il fallait que je me montre si je voulais réussir. Donc j'étais pas contente du tout. Et j'ai quand même réalisé que là, j'étais en train de me mettre en colère contre quelque chose, alors que ça venait pas d'un espace d'expansion et de, bah en fait, j'ai vraiment envie d'être dans l'ombre et c'est mon chemin d'être dans l'ombre, mais que ça venait vraiment plutôt d'un espace de rétractation. J'ai tellement peur de me montrer que je trouve que c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Et donc cet événement, dans ce sens, il m'a servi, et donc je les en remercie, même si ça a créé beaucoup de frustration en moi. Et j'ai commencé à travailler sur moi pour aller voir l'étendue de la peur. Et il y en avait beaucoup. Et il y en avait beaucoup pour plein de raisons. Parce que j'avais peur d'avoir rien d'intéressant à dire. J'avais peur aussi, en tant que jeune naturopathe qui venait d'écrire un livre, d'être perçue comme la sachante, un peu comme les médecins, etc. Et qu'on vienne me poser des questions pièges, qu'on vienne me titiller, m'embêter, aussi me dire mais c'est qui cette jeunette qui vient juste d'être certifiée, 32 ans, qui écrit son premier livre, c'est n'importe quoi, c'est une coquille vide. J'avais très très peur de venir me faire enquiquiner par des emmerdeurs qui me disent des choses sur moi. Parce que je doutais beaucoup. Et c'est normal qu'on doute quand on est jeune naturo et qu'on vient juste d'écrire son premier livre et qu'on n'a encore jamais pratiqué. Donc vous imaginez un peu le stress. Et puis j'avais d'autres peurs qui étaient en lien avec le fait d'être vue par mes proches, etc. Je me disais les inconnus encore ça peut peut-être aller, mais les gens que je connais pas, que je connais, ça va être plus dur parce qu'ils me connaissent d'une certaine manière, ils me connaissent pas d'une autre manière. Et j'ai pas très envie qu'ils me découvrent de cette nouvelle manière. Donc il y avait beaucoup beaucoup de peurs qui se mélangeaient. Et puis j'avais aussi une peur personnelle. C'était le fait que quand j'avais 24 ans, j'étais victime d'une agression importante et que suite à cette agression, mon agresseur a été amené à déménager, à vivre au moins à 300 km de moi. Et il y avait une angoisse terrible à l'idée que cette personne puisse me retrouver. Et j'ai beaucoup travaillé en thérapie sur toutes les peurs. Ça n'a pas été facile et j'ai pas tout réglé en thérapie. Il a fallu des années après de passage à l'action pour me rendre compte qu'en fait il y avait de la sécurité. Et au fil du temps, eh bien, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai gagné beaucoup en sécurité. Et donc, pour répondre à la première question, donc il y avait, oui, pardon, j'ai déjà commencé. Donc la première question, c'était peux-tu partager ton histoire pour être à l'aise? Donc mon histoire pour être à l'aise, c'est qu'un jour j'ai pris la décision que je ne serais plus avec un faux nom sur les réseaux sociaux et que j'allais mettre mon nom et que j'allais commencer à mettre des photos, etc. et à parler un peu de moi et de ce que j'avais découvert qui me faisait tellement du bien. La naturopathie, en l'occurrence, à ce moment-là.
Et donc le début pour moi c'était les réseaux sociaux avec des photos et avec des textes qui disaient bah ça me fait du bien. Mais c'était plutôt factuel, c'était plutôt genre le sauna ça me fait du bien. Le gingembre je l'aime beaucoup parce que. J'ai commencé la méditation et j'ai fait Vipassana parce que, etc. Donc des choses qui étaient plutôt factuelles en expliquant pourquoi c'est bien pour moi avec mon avis quand même. Mais assez peu quand même au début dans mes premiers posts je trouve de vulnérabilité vraiment affichée, assez peu d'émotionnel, etc. Parce que je me disais que ça n'intéressait pas les gens. Et puis je me trompais, parce qu'en fait, plus j'ai commencé à le faire au fil du temps, plus je me suis rendu compte que c'était là que je créais la connexion avec les gens qui me suivaient et que ce qui résonnait en moi, ce qui était vulnérable en moi, résonnait avec ce qui était vulnérable en eux et qu'en fait on pouvait se rencontrer dans un autre espace qui était bien au-delà de la photo que j'avais choisie ou bien au-delà du fait que j'étais en train de partager un truc que j'aimais sur le sauna, c'est que ça touchait quelque chose à l'intérieur, plus dans l'espace du cœur, que ça touchait quelque chose au niveau de nos émotions à tous les deux. Euh, pour moi, il y a eu un moment où ça a été un tournant. Ça a été le moment où on m'a proposé de faire ma première conférence. C'était, je crois que c'était Sophie Andrieux, dans un événement, c'était dans un théâtre à Paris, et il y avait genre 3 4 jours de conférence où des femmes venaient expliquer les choses qui avaient changé leur vie, etc. Et donc Sophie m'a invitée à partager sur la naturopathie, et j'étais prévue un dimanche matin à 9 heures. Et 2 3 jours avant, je commençais à me sentir pas bien. Alors, il faut savoir que j'avais tout écrit ce que j'allais dire. Absolument tous les mots que j'allais dire étaient écrits. Donc, j'avais genre 10 pages pour faire ma conférence. Je l'avais répété devant mon miroir. J'étais terrifiée. Et à peu près 2 3 jours avant d'y aller, je suis tombée malade. Et je sais pourquoi je suis tombée malade. Je suis tombée malade de peur. En fait, je me suis fait un genre de grippe. J'étais vraiment frissonnante. J'avais beaucoup de fièvre. J'avais mal à la gorge. J'étais très très mal. Et j'ai dû annuler mon événement en fait. Je l'ai annulé parce que j'étais terrifiée à l'idée de me retrouver dans ce théâtre avec tous les gens qui me regardent et tout ça. Et après, je m'en suis beaucoup voulu. En fait, euh, c'est pas ma faute parce que je savais pas comment faire autrement. En fait, j'avais jamais pris la parole en public comme ça. En fait, j'avais juste pris la parole en classe parce qu'on m'avait obligée à aller au tableau. Mais j'avais jamais vraiment parlé en public. Ou dans une réunion, mais avec un petit comité. Et je me suis dit quand même ça la fout mal pour une naturopathe de tomber malade et de devoir annuler l'événement où elle va parler de cette pratique absolument merveilleuse qui consiste à prendre soin de soi au naturel pour pas tomber malade. Donc là je me suis dit quand même Anne-Claire c'est dommage donc tu vas faire quelque chose. Et à ce moment-là j'ai écrit à un homme que je connaissais qui travaillait dans le milieu du théâtre et je lui ai dit est-ce que tu peux m'aider à trouver quelqu'un qui va m'aider à réussir à parler en public parce que je suis terrifiée et j'ai trop peur. Et là, cette personne m'a gentiment orientée vers Stéphane Éloi. Alors je ne sais pas s'il le fait toujours, mais j'ai tendance à toujours donner son nom et à toujours donner son contact. Donc Stéphane, je ne sais pas si tu es par là, mais en tout cas je continue de donner ton contact. Donc Stéphane, il m'a reçu sur 3 séances. Et en fait, il a une expertise, c'est que une des choses qui était son métier à l'époque, il y a 5 ans en tout cas, c'est que il aidait les gens qui avaient écrit des thèses et qui étaient un peu des geeks, ou même beaucoup des geeks, à présenter leurs thèses devant des panels de gens qui devaient les juger. Et moi, ça me parlait bien, parce que je venais d'écrire la naturopathie pour les nuls, donc je me sentais un peu geekette, avec mes lunettes et mon ordinateur et tout ça, et mon livre. Et je me sentais pas à l'aise de connecter avec le public. Donc ce qui est bien, c'est que j'avais du contenu, j'avais déjà écrit ma conférence, etc. Stéphane Éloi, Eloy. C'est pour répondre à Emma. Donc, du coup, j'en étais où On a le droit de faire des pauses. Ça, c'est Stéphane qui m'a appris. Si on perd le fil, on a le droit de faire des pauses. Stéphane m'a reçu sur 3 séances et il m'a entraîné à parler en face à face avec lui et à imaginer qu'il y avait un panel. Il m'a aussi filmé. Il m'a appris à me tenir le regard et à créer de la connexion avec les autres. Ce dont je me suis rendu compte lors de cette formation, cet entraînement avec lui, c'était que pour moi, il y avait vraiment 2 espaces. Il y avait moi et il y avait les autres à qui je parlais. Mais il n'y avait pas de rencontre entre les deux. C'était vraiment, j'avais l'impression que j'étais toute seule sur une estrade
avec un micro, etc. Et qu'après, il y avait tous les autres gens qui me jugeaient. Et il n'y avait aucune connexion entre moi et les autres. Or, dans une intervention qui se passe bien, c'est une intervention où on est connecté, où il y a quelque chose qui se passe de l'ordre d'une vibration commune et où on arrive justement à rentrer en cohérence. Je dirais que c'est une question de cohérence, une cohérence au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des battements peut-être du cœur, de la respiration. Il y a quelque chose qui se met en cohérence avec les autres. Et si on est tout seul dans sa bulle à délivrer un discours que pour soi, parce qu'on est dans notre tête et qu'on est terrifié, ou parce qu'on est persuadé que les autres sont là en train de nous juger, en fait, il n'y a pas du tout de connexion. Et c'est là qui manquait la pièce manquante pour moi, pour pouvoir commencer à avoir moins peur. Donc, franchement, c'était pas réglé en 3 séances. Mais j'avais compris en 3 séances là où était le nœud principal pour moi. Et après, il a fallu tester. Donc, j'avais fait ma première conférence, c'était à la Cornaline. C'était bien, il n'y avait pas trop de monde, il y avait genre, je crois, 20 personnes. Il n'y avait pas d'estrade, j'étais derrière une table, je me sentais protégée parce que les gens, ils n'avaient pas directement accès à moi, il y avait une table, donc symboliquement, c'est pas rien, quoi, il y avait quelque chose. Et ça s'était bien passé, en fait, les gens avaient été contents, ils étaient restés à la fin pour me parler en individuel, il y avait des gens qui étaient venus me consulter en tant que client, et là, je me suis dit quand même, ça s'est bien passé. Et après, j'en ai refait d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça se passait de mieux en mieux, que j'étais de plus en plus à l'aise. Et aujourd'hui, j'ai quasi plus peur de faire des interventions en public. Je dis quasi, parce que c'est normal d'avoir toujours peur de temps en temps, mais ça va beaucoup mieux. Alors, je continue sur les questions que vous m'avez posées, et je vous inviterai à poser vos questions si vous en avez d'autres plutôt à la fin, parce que si ça se trouve, elles sont déjà dans la liste. Quelles sont les étapes qui t'ont aidé à te libérer de cette peur? Donc, travailler avec Stéphane Eloi et commencer à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Il y a eu d'autres étapes aussi, mais je vais y revenir après parce que je sais que ça correspond à d'autres questions. Une des choses que j'avais envie de partager à ce moment-là aussi, parce que j'y ai pensé en lisant vos questions, c'est que le fait d'avoir écrit des livres et le fait de partager beaucoup sur les réseaux sociaux par des textes, ça m'oblige à réfléchir à quels mots j'ai envie d'utiliser. Et comme j'ai bien pesé les mots pour les textes que j'ai écrits sur les réseaux sociaux ou pour les chapitres dans les livres, pour tous les paragraphes que j'ai décidés, là où j'ai raturé, effacé, réécrit, re-raturé, décidé non, celui-là il reste pas, etc. Ça m'a donné un sens de quels mots je voulais utiliser et de quels mots je voulais pas utiliser. Donc pour moi, le fait d'écrire, le process d'écrire, de digérer quelque chose, un concept, une idée, de le digérer et de l'écrire sur les réseaux sociaux, ou de l'écrire dans un livre ou dans un article de blog, etc., ça m'aide énormément pour gagner en confiance, pour savoir quels mots j'ai envie d'utiliser quand je prends la parole à l'oral. Parce que finalement, c'est les mêmes mots que je vais utiliser. Il y a autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que en naturopathie, pour moi, dès le début, ça a été très clair qu'il y avait des choses que j'avais le droit de dire et des choses que j'avais pas le droit de dire. Comme par exemple, on n'a pas le droit de faire des diagnostics, on ne guérit pas les maladies. En fait, on propose des protocoles, on met en place des protocoles pour soutenir la santé des gens et favoriser l'auto-guérison, etc. Donc en fait, avec les termes, j'étais très à l'aise, mais aussi parce que j'ai écrit des livres. Avec les termes, j'avais pas peur de me tromper et de déraper. Donc ça, c'est très important. Si vous avez peur de déraper en public et d'utiliser des mots que vous ne voulez pas utiliser, faites vraiment des listes de mots que vous vous interdisez de dire à l'oral, parce que c'est peut-être ces mots-là qui vont être les mots les plus embêtants. Et juste ne les dites pas. Et allez dans une autre sphère. Il y a tellement d'autres mots, il y a tellement d'autres façons d'exprimer les choses. Trouvez là où vous êtes à l'aise pour que ça sorte tout seul et que ce soit juste pour vous. Et entraînez-vous à écrire si vous aussi ça peut vous aider. Question suivante. Comment parvenir à ne plus se juger encore plus durement que son public? Alors, on est souvent beaucoup plus dur avec soi qu'avec les autres. Ça va avec l'amour de soi, ça va avec la capacité de se regarder avec bienveillance, avec compassion et avec la capacité de se laisser faire des erreurs parce qu'à travers les erreurs, on apprend énormément. C'est parce que
c'est parce que j'ai annulé une première intervention en public en last minute que j'ai pu travailler sur moi et que j'ai pu avancer. Donc, je crois vraiment que l'une des clés, c'est de se dire qu'il n'y a jamais d'erreur. Et qu'en fait, ce ne sont que des occasions d'apprendre. Et qu'il faut arrêter de se checker dans tous les sens pour vérifier si on n'a pas fait une bêtise, si on n'est pas en train de dire une bêtise, si on n'a pas l'air ridicule, etc. À un moment, il faut y aller. Et puis, avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, se dire qu'on fait de son mieux. Et que la prochaine fois, on fera encore mieux parce qu'on aura appris de la première fois. Et moi, c'est ce que je dirais à toutes mes copines, par exemple. Mais avant, je ne me le disais pas. Ça qui est fou. C'est-à-dire que les gens qui venaient vers moi et qui me disaient j'ai peur de faire ça, j'avais tendance à leur dire mais non, mais vas-y, tu vas voir, tu vas être génial, tu vas tellement apprendre sur toi. Mais pour me le dire à moi, j'en étais incapable. C'est quand même fou. Donc parlez-vous comme si vous étiez votre meilleure amie. Parlez-vous comme si vous étiez votre fille ou votre sœur. Mais parlez-vous comme si vous étiez... oui, comme si vous aviez vraiment envie de vous aider. Ça me semble vraiment important. Donc, il y aura d'autres éléments de réponse certainement dans les questions suivantes qui vont aider à cette réponse-là. Des conseils pour être à l'aise. Alors, oui, pour moi, euh, ça va aussi avec la question suivante. Quelles sont tes parades face au stress et est-ce que tu as des exercices pour faire le vide? Alors, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le fait que j'ai pas l'impression que c'est moi, Anne-Claire, ma personnalité, qui décide de dire des choses. J'ai plus l'impression que c'est l'énergie qui traverse à travers moi et qui veut exprimer quelque chose d'important. Donc, je me sens beaucoup moins stressée quand je suis dans cette posture-là, où en fait je suis comme un vaisseau, où l'énergie me traverse et m'utilise pour pouvoir diffuser un message qui est intéressant pour la vie, en fait au service de la vie, au service d'une personne, ou au service d'un groupe, ou au service du monde à une échelle plus grande. C'est-à-dire que si je suis dans une qualité de présence et dans une qualité de disponibilité, alors il n'y a pas de stress, ou peu. Mais si je suis dans ma tête et que je suis au niveau de ma personnalité, qui se pose des questions sur oulala, qu'est-ce qu'on va penser de moi, oulala, dis donc, est-ce que je mets assez de maquillage, est-ce que je mets pas assez de maquillage, est-ce que j'ai pas l'air un peu palichonne aujourd'hui, est-ce que j'en sais rien, est-ce qu'on voit mon bourrelet qui dépasse, est-ce que j'en sais rien, vous voyez ce que je veux dire? Si je suis au niveau de la personnalité, et aussi, bah attendez quand même, c'est pas que superficiel physique, la personnalité, c'est aussi, bah tiens, est-ce qu'on va penser que je suis une personne intelligente, etc. Et bien, si je suis bloquée là, j'ai pas accès au fait de me rendre disponible à la vie. Donc voilà, pour moi, c'est une question de qualité de présence. Et, et pour aider à répondre, pour aider à avancer, j'aurais envie de poser cette question. Euh, Pourquoi vous avez envie de partager les messages qui vous tiennent à cœur? Qu'est-ce que c'est en fait? Vous vous mettez au service de quoi là dans ces cas-là? Parce que moi par exemple avec la naturopathie je l'ai vu très clairement, il y a eu un shift parce que j'ai senti que ce que j'avais appris, ce que j'avais découvert en empirique, en expérientiel, c'était vraiment le fait d'avoir vécu des choses dans mon corps qui m'avaient transformée et qu'il fallait absolument que je me mette au service de ça en fait, que c'était important. Et le message est devenu tellement gros, tellement important, qu'il a fallu que je me rende disponible pour pouvoir être un vaisseau pour ce message-là. En fait, tout le monde est capable de prendre sa santé en main, même les gens qui n'ont pas un background médical. Tout le monde est capable de comprendre les principes de base de la santé. Tout le monde est capable de mettre en place des choses au quotidien, etc. Pour moi, c'était devenu tellement évident que c'est pas mon message, c'est pas le message de Anne-Claire Méret, la petite personne. C'est un message ancestral, c'est un message qui est beaucoup plus grand que moi, qui me traverse. Et j'utilise ma personne pour pouvoir le partager. Et quand je suis dans cette posture-là, c'est pas moi, c'est la vie. Donc je sais pas si c'est très très clair pour vous aussi, mais pour moi c'est une évidence maintenant. Alors, question suivante. J'ai noté ton conseil pour se sentir bien en vidéo live. Alors, pour les vidéos,
Moi, il m'a fallu 4 ans pour m'y mettre parce que pendant 4 ans, j'ai fait que des posts et des photos. Pour les gens qui me suivent depuis longtemps, vous avez vu qu'il y avait eu un turning point l'année dernière où vraiment je me suis dit, bon, allez, c'est bon. Tu sais très bien que ce qui te reste à faire, si tu veux mobiliser encore plus de gens, si tu veux avoir une audience plus importante, si tu veux avancer, il va falloir faire des vidéos. Et tu sais très bien que si ça te fait peur, c'est qu'il y a quelque chose là qui est important pour toi à aller essayer. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé. Pour moi, je fais des vidéos que sur les thèmes où je sens qu'il y a l'énergie qui monte en moi et que j'ai vraiment envie de le partager. À chaque fois que j'ai fait des vidéos sur des thèmes que j'ai trouvé un peu chiants ou rébarbatifs ou voilà, pas faciles à aborder pour moi, eh bien j'ai trouvé ça vraiment fastidieux et ça m'a pris des jours à m'y mettre et à chaque fois j'avais une bonne excuse. Oh, il n'y a pas une bonne lumière ou je me suis pas lavé les cheveux ou oh, j'ai pas tout à fait fini d'écrire ce que je voulais dire, etc. Et ça a été toujours beaucoup plus difficile. Donc j'aurais envie de dire, pour les premiers lives que vous avez envie de faire, si c'est votre souhait d'aller faire des lives, euh, sentez l'énergie monter en vous et faites-le quand elle est là. C'est-à-dire, empêchez-vous de vous censurer quand l'énergie vous traverse et quand l'énergie est disponible pour pouvoir accoucher de quelque chose. Et puis aussi, franchement, vous pouvez l'effacer si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez fait. Vous pouvez faire un live, vous y allez à fond, et puis après, si vous l'aimez pas, vous l'enlevez. C'est pas grave. Il n'y a rien sur lequel on ne puisse pas revenir dans la vie. Sauf peut-être si on filme une vidéo coquine et qu'elle se retrouve sur Internet. Là, c'est difficile si elle a été beaucoup partagée. Et ça, je ne le recommande pas. Mais sinon, il n'y a rien vraiment sur lequel c'est ferme et définitif, vous voyez. Vraiment, il y a pas de problème. Julie. Alors, je continue. Quand la voix et tout le corps tremblent devant un public, comment le gérer? Je pense que la clé, c'est beaucoup la respiration. C'est notre capacité à être bien positionné, bien ancré et à respirer. Et pour ça, en fait, il faut travailler la respiration sur une base quotidienne. La respiration, c'est la vie. La respiration, ça nous aide à garder de la fluidité à l'intérieur et à empêcher les tensions de s'installer. Quand on a des douleurs musculaires, des tensions, etc., c'est bien souvent parce qu'il n'y a pas eu une bonne circulation. À moins qu'on ait eu un accident, etc., c'est bien souvent parce qu'il y a des contractions, il y a des choses, il y a des endroits où c'est trop serré, où ça passe plus en fait. Et quand ça tremble, quand la voix tremble, quand le corps tremble, eh bien c'est bien souvent aussi parce que y a de la peur bien sûr, mais il y a aussi le fait que ça circule pas bien et qu'il y a des choses qui sont bloquées. Donc il faut respirer, apprendre à respirer au niveau du périnée, au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique, tout en haut. La respiration, c'est la vie. Oui, merci Julie, la respiration, c'est la vie. Et si on respire pas bien, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une fluidité pour laisser passer les mots aussi. Donc travailler là-dessus, et même pour laisser passer la vie, pour laisser passer la créativité, pour laisser passer la joie, pour laisser passer tout ça en fait. Donc voilà, il faut y aller. Donc des respirations, vous pouvez en faire avec la cohérence cardiaque, avec des techniques où vous respirez un temps, vous inspirez un temps, vous expirez un temps, etc. Puis vous assurez que vous êtes bien dans les étages. Vous pouvez faire du breathwork, notamment avec Lucille Falk ou avec Christian en anglais, si vous voulez, mon compagnon. Ils font ça tous les deux, chacun, presque toutes les semaines, il y a des séances de breathwork en ligne qui sont disponibles. Donc, il n'y a pas d'excuse pour pas bien respirer parce qu'il y a plein de techniques qui existent et il y a plein de facilitateurs qui peuvent nous y aider. À une époque aussi, quand j'avais un cabinet à Paris, j'allais toutes les semaines voir mon collègue kiné qui me faisait travailler sur mon diaphragme parce que j'ai eu pendant des années, beaucoup de stress et donc j'ai beaucoup serré mon diaphragme. Et donc il massait mon diaphragme, il massait le haut des épaules et il m'obligeait à avoir une respiration pleine et entière avec lui. Et le fait de faire ça pendant toutes les semaines, pendant environ 2 ans, ça m'a drôlement aidée aussi. Parce que j'ai vraiment compris, comme ça, dans mon corps, où est-ce que je bloquais. Donc n'hésitez pas, c'est remboursé. Vous allez chez le médecin et vous dites j'ai des tensions ici et là, hop, ils vous font des séances, 10 séances, 20 séances, et ça va beaucoup aider. Question suivante. Quelle structure pour sa prise de parole? Quelles questions se poser? Alors, je dirais que la première question qu'on pourrait se poser, c'est quel est le message qu'on a envie de transmettre?
qu'est-ce qu'on a envie de transmettre au public. Il faut comprendre aussi que dans la transmission d'une information, il y a beaucoup de phases. C'est-à-dire que moi, Anne-Claire, je vais penser à un concept, une idée, et je vais donc interpréter cette idée avec mon filtre, avec mon histoire de vie, avec mes exemples, avec mes métaphores, etc. Et je vais le transmettre à quelqu'un d'autre en face qui va aussi décrypter le message avec son filtre et le recevoir. Donc, quand on cherche à envoyer un message à quelqu'un, plus on est audible, plus on est direct, plus on est aussi plus on donne des exemples et plus on donne des images, etc., plus la personne en face, elle va réussir à se représenter quelque chose avec son propre filtre. Donc, il ne faut pas hésiter à marteler son message, j'ai envie de dire, de façon différente. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait dire à quelqu'un, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais si on veut expliquer un concept à quelqu'un, il ne faut pas hésiter à l'expliquer de plusieurs façons différentes et aussi de l'intégrer, cette personne-là, et de lui demander si elle a bien compris. C'est-à-dire de lui dire, est-ce que tu as bien compris ça? Et souvent, je pense qu'une des erreurs qu'on fait quand on cherche à transmettre un message, c'est de penser que la personne, elle pense comme nous, et de penser que la personne, elle est au même niveau d'avancement sur ce thème-là que nous. Donc moi, si j'ai dédié par exemple 4 ans de ma vie à étudier la naturopathie, je ne peux pas partir du principe que tout le monde sait ce que c'est que le terrain. Ça ne marche pas. Donc il faut que je revienne à la base, et il faut que je revienne là où la personne, elle en est. Donc j'ai un niveau d'avancement sur ce thème-là qui est beaucoup plus avancé qu'elle, mais elle a des niveaux d'avancement sur d'autres thèmes qui sont plus avancés que moi, c'est évident. Et donc pour qu'elle puisse me comprendre, je dois revenir à ce niveau-là pour pouvoir lui expliquer et qu'elle comprenne. Et donc l'important, c'est à chaque fois de dire, donc de faire des pauses, peut-être dans une intervention, que ce soit une intervention en live, que ce soit une intervention, que ce soit des posts. Et bien si c'est des posts qu'on poste sur les réseaux sociaux, peut-être un premier post de base, et après d'autres posts qui vont un peu plus loin, pour qu'il y ait quand même la reprise de la base et que les gens puissent les embarquer et qu'ils arrivent à comprendre à partir du début. Et puis, pas hésiter à ouvrir, c'est-à-dire à dire, n'hésitez pas à me poser des questions, à la fin par exemple, ou en commentaire, pour que les gens vraiment aient un espace où s'ils n'ont pas compris, où c'est possible qu'on échange, parce que dans cet espace-là, nous aussi, on va se rendre compte qu'on n'a pas été entendu. Et si on ne se rend jamais compte qu'on n'a pas été entendu, en fait, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se transformer, on ne peut pas être mieux entendu la prochaine fois. Donc c'est vraiment important cette étape-là. Et après, pour organiser la structure de la prise de parole, peut-être il faut avoir comme des étapes. Moi maintenant, j'écris plus du tout l'entièreté de mes interventions. Ça, je le fais plus jamais parce que je me rends compte que je perds beaucoup en fluidité, je perds beaucoup en spontanéité, je deviens chiante. Si j'ai tout écrit, je deviens trop chiante et je me dis oh là là, mais j'ai pas ça, il faut que je le dise exactement comme ça. Alors qu'en fait, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est la présence. Et le plus important, c'est que ça circule à travers moi, même si j'ai pas exactement tout dit et même si j'ai oublié des choses, du moment que l'énergie était là. Je pense qu'il vaut mieux délivrer des messages avec une belle énergie et quelque chose qui passe de cœur à cœur que de délivrer des messages qui sont parfaitement bien écrits sur le papier, mais qui sont chiants comme la pluie et qui vont pas toucher la personne à un niveau émotionnel et donc elle va pas l'intégrer. Après, voilà, chacun a aussi, faut être à l'aise, donc chacun sa façon de faire. Comment être confiant face au public? Eh bien, cette question-là, j'ai envie de prendre la réponse de Amy Cuddy, qui est une chercheuse américaine, qui a travaillé beaucoup sur la présence et à travers la présence sur les postures physiques. Et donc, elle dit que si on est dans une posture physique d'ouverture et de puissance, comme Wonder Woman, comme si on avait gagné un championnat ou quelque chose comme ça, ça nous aide beaucoup pour pouvoir se sentir confiant face au public. Donc on ne peut pas forcément faire ça tout le temps quand on parle face à un public, mais on peut le faire par exemple avant une intervention, avant de monter sur une scène, avant de faire quelque chose qui nous fait peur. Et donc il ne faut pas hésiter à aller dans la salle de bain et à se dire ok, je suis forte, je peux, je suis puissante, c'est possible, j'ai ma place. Et en fait, tout ça, ça nous aide, en fait, c'est à augmenter notre puissance et à nous sentir fortes.
J'ai pas assez respiré. Alors, sais-tu où on peut prendre des cours oratoires sur Paris? Donc, je recommande Stéphane Eloi, Eloi, E-L-O-Y. Je recommande Samia Mendil. Mendil, c'est M-E-N-D-I-L. Samia Mendil, elle est géniale. Donc, elle est coach en prise de parole. Elle m'a beaucoup aidée quand j'ai dû me préparer au congrès EFT. Donc, il faut savoir que pour le congrès EFT, tous les intervenants sont préparés par une coach. Et donc, tout ce qu'on a prévu de dire, c'est décrypté par la coach et elle nous aide à être comprise parce que nous, si on est des experts, eh ben, on risque d'utiliser des jargons que les gens ne comprennent pas. Donc, pour que le congrès se déroule bien, il y a une coach qui est à nos côtés et qui nous aide. Et donc, Samia Mendil, elle est vraiment super et elle nous a aidés là-dessus. Donc, elle travaille à Paris, elle travaille à distance sur Internet et vous pouvez la trouver facilement. Ensuite, il y a aussi Toastmasters. Toastmasters, j'y suis allée plusieurs fois à Paris au Forum 104. C'est une association où en fait vous pouvez aller apprendre à parler en public. Je crois que ça vient des États-Unis et c'est organisé par des groupes de gens qui travaillent sur le fait de parler en public. Et donc vous y trouvez beaucoup de timides, mais pas que des timides. Mais voilà, vous arrivez là et vous pouvez y aller au début juste 2-3 fois, comme ça vous payez pas cher l'entrée pour voir comment ça fonctionne et si vous aimez. Et si vous aimez, ils vous demandent de souscrire à un abonnement pour venir après toutes les semaines et pour participer, ou tous les 15 jours, suivant la façon dont le groupe se réunit. Et suivant les thèmes, eh ben, soit parfois vous tirez un papier et puis vous devez parler en public pendant 2 minutes sur tel thème, etc. Ou alors vous devez préparer un thème à l'avance. Et le groupe est là pour vous aider à avancer. Le groupe est là pour vous apporter des critiques intéressantes, à la fois dans le positif, à la fois dans le moins positif, pour pouvoir vous aider vraiment à avoir du feedback au niveau de votre posture physique, au niveau de votre voix, au niveau de la compréhension de comment le message a été transmis, etc. Et voilà, j'y suis allée quelques fois, j'ai pas pu continuer parce que ça collait pas avec les horaires, etc. Et je pense que pour moi c'était très challengeant, mais j'ai bien aimé. Et aussi j'avais choisi un groupe qui était en français et en anglais. Et voilà, c'était intéressant, il y a des groupes voilà, dans plusieurs langues. Euh, pour les liens, je les mettrai après en story. Parce que pour le breathwork, c'était Lucille Fauque et Christian Casper. Et voilà, donc Toastmaster, Samia Mendil, Stéphane Eloi. Question suivante. Je perds ma voix quelques instants avant, je ne connais pas les origines, mais ça ne passe pas. Ça va aussi avec la question suivante qui est dès que j'exprime mes émotions et mon avis, je me mets à trembler, le corps ou de la voix. J'ai l'impression qu'une partie de mon corps ne veut pas que j'exprime, que je m'exprime. Pourtant, j'en ai très envie. Pourquoi ça met du temps à se débloquer? Quelles sont les thérapies et les outils que tu pourrais nous conseiller pour débloquer ces blocages profonds? Il y a des parties de nous qui ont très peur de parler parce que ça n'a pas été possible dans cette vie ou dans d'autres vies même. Parfois, je suis assez surprise quand je vois en séance de thérapie, parce que je suis toujours en thérapie. J'en parle parfois, je fais du travail avec plusieurs personnes, mais notamment une personne que j'apprécie beaucoup, qui m'aide beaucoup à plusieurs niveaux, soit à la fois au niveau psychothérapeutique et à la fois au niveau énergétique. C'est Pierre-Antoine Catrice, à qui j'envoie pas mal de monde. Catrice, C-A-T-R-Y-2-S-E. Et en fait, je me suis rendu compte dans mon chemin que souvent, j'avais vraiment verrouillé ce chakra-là, cet espace-là, parce que j'avais très très peur d'être entendue, très peur d'être vue. Et il y a eu beaucoup dans mon chemin cette posture de on ne me comprend pas, on ne m'entend pas, je ne peux pas porter de la voix, etc. Et toutes ces choses-là, il faut aller enquêter, il faut aller regarder au niveau thérapeutique, au niveau de notre histoire de vie, au niveau de comment on s'est construit d'un point de vue névrotique, pour pouvoir apprendre ce qui s'est passé pour nous et le comprendre, déjà le porter à notre conscience, mettre de la lumière dessus, et puis décider consciemment qu'on va avancer vers autre chose. Et puis aussi d'un point de vue énergétique, parce que mine de rien, ça c'est
engrammés comme ça dans notre système et après on a beaucoup de mal à s'en défaire et donc il faut travailler là-dessus et c'est toujours un work in progress, c'est-à-dire que je pense qu'en fait on n'a jamais fini. Il y a des moments où on se dit bah ça va quand même drôlement mieux et puis on se dit ah c'est bon, ça va. Et puis on se rend compte qu'en fait il y a quand même des choses sur lesquelles on n'arrive toujours pas. Mais c'est par étapes en fait, c'est par couche. Et pour avoir accès à la couche d'après, bah, il faut continuer en fait, il ne faut pas lâcher. Donc moi je dis le travail thérapeutique il est essentiel quand on veut vivre une vie épanouie, quand on veut vivre une vie qui n'est pas censurée pour soi et quand on veut vivre une vie qui accueille vraiment toute l'énergie qui est possible pour nous, en fait tout notre plein potentiel. Donc c'est important de faire le boulot. Voilà, c'est jamais fini. C'est bien, il y a peu de certitudes dans la vie, mais il y a celle-ci, le fait que ce soit jamais fini. Ensuite, ouais, bah là ça va aussi avec la même question. Si j'ai jamais eu de voix dans le passé pour dire des choses, alors c'est peut-être mon défi en tant qu'adulte. Oui, et je crois qu'on est nombreux dans ce cas-là. Ah, question suivante, je l'ai eu plein de fois. Je rougis souvent et j'appréhende de rougir. Eh bien, vous savez quoi? Moi aussi. Et nous sommes une grande partie des gens à rougir. Et j'ai envie de dire, ne rougissons pas de rougir. Et moi, c'est pas forcément le visage, je fais des plaques plutôt, genre des plaques ici, là. Donc dans ces cas-là, je porte plutôt un pull qui monterait très haut, si je sens que possiblement c'est où je fermerai la chemise, etc. Ou les oreilles, etc. Le bas là, du visage. Mais c'est pas grave en fait. Je crois qu'on sait trop. C'est un peu un phénomène de bully, vous savez, on va dire des trucs aux gens, ah, t'es toute rouge. Mais c'est quoi ça, ce truc-là? Non, on devrait dire aux gens, ah bah oui, c'est bien que tu arrives à porter ton message et ça te donne des émotions. Et c'est ok que ça te donne des émotions parce que c'est peut-être quelque chose qui compte pour toi. Et peut-être que c'est la première fois que tu le dis à haute voix. Et merci de le faire. Donc au lieu de dire à quelqu'un t'es toute rouge, bah non, mais changeons ça, changeons ce mode de fonctionnement. Et disons plutôt à la personne merci d'exprimer ton message. Et je perçois la difficulté que c'est pour toi de le faire, mais merci, merci de le faire. Je crois que c'est vraiment juste dans notre façon de fonctionner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ok d'avoir des plaques rouges et c'est ok d'avoir cette sensibilité. Et c'est juste qu'on ne nous a pas montré que c'était ok. Et donc moi j'ai envie de dire merde aux bullies, aux gens qui ne sont pas habitués à s'exprimer différemment et à accueillir la sensibilité des autres. Et voilà, rougissons ensemble, faisons des plaques ensemble et transmettons notre message. Et moi je pense qu'au bout d'un moment, plus on a réussi à transmettre notre message plein de fois, moins il y a l'hypersensibilité qui va s'exprimer parce qu'en fait ça va être un espace qui va devenir plus confortable et ça va arriver de moins en moins souvent. Mais même si ça arrive encore, eh ben, c'est pas grave. Voilà. Question suivante. Quelles ont été les réactions de ton entourage quand ils ont découvert les pratiques et les sujets qui te passionnaient, mais que tu avais peut-être tendance à garder discrètement sous silence? Alors, j'ai eu plutôt des réactions de curiosité, un peu de moquerie parfois, mais surtout de la curiosité quand même. Il se trouve que, comme je l'expliquais, j'avais très peu partagé sur les réseaux sociaux, etc., avant d'être certifiée en naturopathie, avant d'avoir écrit le premier livre, etc. Donc, j'étais allée assez peu sur un terrain où je partageais ça, alors que moi-même, j'étais peut-être encore un peu en doute. Et il s'est passé vraiment quelque chose d'intéressant que j'ai découvert ces dernières années, c'est que la naturopathie m'ayant aidée d'une façon... enfin, voilà, j'ai aucun doute en fait du fait que la naturopathie m'a sauvée de beaucoup de choses. Enfin, je me suis sauvée de beaucoup de choses, mon corps m'a sauvée de beaucoup de choses grâce à la naturopathie. Qu'en fait, je suis inattaquable. C'est-à-dire qu'il y a un espace en moi où les gens peuvent venir me chatouiller, me gratouiller et me dire ah, ce que tu fais là, ton truc de hippie, etc. Ils peuvent venir m'enquiquiner. En fait, ça glisse tout seul parce que je suis persuadée que c'est juste pour moi, parce que je l'ai senti dans mon corps et que je sais que ces pratiques-là, elles me font un bien immense. Donc, je dirais que ça va avec le fait que je me fais passer en premier. Mon avis
vis-à-vis de ce que je ressens, il passe avant l'avis des autres qu'ils ont sur les pratiques que je peux choisir, sur les trucs que je peux tenter, etc. pour ma vie. C'est plus important que ce que les autres peuvent en penser. Parce que je voudrais quand même rappeler que on est tout seul à la finale. C'est-à-dire qu'en fait, on va mourir tout seul. Même si on a des connexions dans la vie avec des gens, des amitiés, de la famille, des amours, etc., on est la personne avec laquelle on va passer toute notre vie. Et si on ne se fait pas passer en premier, et si on ne se fait pas confiance sur les choses qui tiennent, qui sont importantes pour nous, alors on passe notre temps à manquer de clarté et à douter de qui on est, parce que ce que les autres pensent de nous a plus de poids que ce que nous-mêmes nous pensons de nous, et nous donnons bien peu de valeur à ce qui nous ouvre le cœur et à ce qui est important pour nous. On le réduit tout petit, souvent, parce que par rapport aux autres, c'est un peu difficile de le faire passer. Mais en fait, on s'en fout des autres. Et puis, s'ils sont pas prêts pour l'entendre, et s'ils sont pas prêts pour embarquer dans cette aventure-là avec nous, mais c'est pas grave. Avec eux, on ira au cinéma, et on sera côte à côte, et on se parlera pas, et c'est pas grave, on peut rester amis, mais on n'aura peut-être pas des grands débats d'idées, etc. Et avec d'autres amis qu'on va rencontrer au fil au cours de l'eau, parce que quand on s'autorise à être soi-même et à discuter de ce qui nous intéresse vraiment, on trouve des nouveaux amis. On trouve des nouvelles personnes qui vibrent ça et qui sont vraiment intéressées par ce qui nous intéresse aussi. Et si on n'avait jamais ouvert la bouche pour le faire, on n'aurait jamais trouvé les nouvelles personnes pour le faire. C'était impossible. Il fallait qu'elles nous trouvent. Donc il a bien fallu que quelqu'un parle. Et si on ne le fait pas, c'est pas possible. Donc on n'est pas venu sur Terre pour vivre la vie des autres. On est venu sur Terre pour vivre notre vie à nous. Donc vivons-la. Donc les réactions de mon entourage, des moqueries, mais aussi de la bienveillance et de ma part, aucune place pour le bully et aucune place pour la mesquinerie ou toutes ces choses comme ça. Les gens qui sont comportés comme ça avec moi, ils sont plus dans ma vie. Ou ils sont revenus plus tard, ils m'ont dit ah j'ai compris maintenant, etc. Et donc là ça va, tu vois. Mais c'est tout. Je suis un peu radicale aussi, je trouve, dans ma façon d'être. Mais la vie m'a prouvé que j'avais eu raison d'être radicale. Parce qu'aujourd'hui, je suis entourée de personnes absolument merveilleuses qui vibrent ça. Des personnes qui sont, oui, éveillées à tout ce qui est juste, tout ce qui est naturel. Des personnes qui, elles aussi, écoutent leur cœur. Et je pense que j'ai eu raison de le faire, en tout cas pour ma vie. Question suivante. Comment dépasser la honte qui me colle à la peau? Alors, j'ai pas eu de détails par rapport à la question que la personne a envoyée, et sans contexte, c'est difficile à dire. La honte, c'est fort, c'est vraiment une émotion qui est très très puissante et qui peut prendre beaucoup de place. Il y avait eu une très belle intervention, je me rappelle plus. C'était au congrès EFT l'année dernière sur la honte. Donc regarde sur le site du congrès EFT, il doit y avoir un pack, c'était Benjamin Nérial, je crois, qui avait fait ça, sur la honte. Et donc tapoter en EFT sur la honte, aller regarder émotionnellement comment faire pour faire circuler tout ça. Et trouver des espaces de sécurité, peut-être, avec des gens particulièrement bienveillants, avec lesquels tu te sens en sécurité, pour petit à petit commencer à t'exprimer de plus en plus. Et trouver un espace où c'est possible pour toi de sentir que ah, tu as dépassé cette première étape de parler de quelque chose que tu n'avais pas osé évoquer avant et ça s'est bien passé. Et pour ton système énergétique, intègre, tu vois, que tu perçoives en toi que c'est ok, cette première étape-là. D'abord le faire dans un milieu extrêmement sécurisé. Et la thérapie. Alors, question suivante, comment rester soi-même et naturel, quelles que soient les circonstances et le public, qui allait aussi avec d'autres questions qui se ressemblaient, comment rester bien concentré sur notre message, rester dans l'être, et ne pas imaginer ce que l'autre pense. Et donc, au moment où on parle et où on exprime le message, comment ne pas être dans ce que l'autre pense. C'est-à-dire que là, je peux soit être concentrée sur mon message, soit être concentrée sur vous derrière votre écran, à me dire mais qu'est-ce qu'elles sont en train de penser de moi, etc. Moi, les accords Toltec m'ont beaucoup aidée pour ça, parce qu'en fait, j'ai aucune idée de ce que vous pensez et j'aurais jamais vraiment
la vision globale de ce que vous pensez de moi et de ce que vous pensez tout court. Et j'ai envie de dire Dieu merci, parce que je pense que ce serait difficile à processer pour moi, parce on voit le monde différemment. Et dans les accords Toltec, il dit très bien que absolument rien n'est personnel, et aussi que tout est perçu par le filtre de la personne en face. Et donc si on passe notre temps à être obsédé par ce que les autres pensent, alors qu'on n'a pas accès, on perd une énergie folle. Et cette énergie-là, autant la mettre à disposition d'autres choses, en fait. Ou cette disponibilité-là, cette attention-là, autant la mettre dans notre qualité de présence et dans notre qualité d'ancrage et d'ouverture de cœur, en fait. Tout ça pour pouvoir faire passer notre message. Donc je dirais que c'est ça. La première chose, c'est relire les accords Toltec, se distancier de ce que peuvent penser les autres, parce qu'en fait, c'est pas ton affaire. Et si tu as envie de savoir ce qu'ils en pensent, bah demande-leur directement. Comme ça, ce sera plus facile. Et puis, t'ancrer, respirer, revenir dans ton cœur et te rendre disponible au message qui a envie de te traverser pour être exprimé. Donc, c'est ça. Donc, comment rester soi-même, quelles que soient les circonstances, le public, etc. Je pense que c'est ça. Ancrage, respiration, disponibilité, présence et tout ça. Il va rester un peu de temps pour des questions. Si vous voulez ajouter des questions maintenant dans le chat, vous pouvez. Et moi, je vais prendre la dernière que j'ai écrite là. Enfin, il y en a d'autres, mais en fait, elle ressemble beaucoup à ce que j'ai déjà abordé. Comment gardes-tu le cap? Ah oui, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu fais face aux critiques? Et la personne a ajouté entre paragraphes, entre guillemets, tu as partagé un exemple, j'ai été choquée par ce propos insultant, injustifié, alors que tu partages avec intelligence et conscience. Merci pour ta question. Ce qui s'est passé récemment sur les réseaux sociaux pour moi, c'est que je me suis dit que j'allais commencer à partager ce que je trouvais qui était relayé par les lanceurs d'alerte. Et c'est monté en moi comme la sève et j'ai laissé faire parce que je me suis dit bah, si ça monte c'est que c'est important, c'est qu'il y a l'énergie de vie qui me traverse et que j'ai pas envie de me taire. Et puis j'étais aussi dans l'observation du fait qu'avec beaucoup d'amis on s'envoyait des vidéos, des articles et que tout ça c'était caché, que c'était pas en public. Et je me suis dit mais il n'y a pas de raison que ce soit pas en public en fait parce que c'est quand même des informations qui devraient être accessibles à tous. Et donc c'est ce qui s'est passé en fait, j'ai laissé sortir avec un peu de colère aussi, mais je trouve que la colère est justifiée quand on nous ment, quand on nous manipule, la colère est justifiée. Et je l'ai fait sans agressivité, mais quand même avec de la colère, et puis c'est sorti tout seul, et je suis pas parfaite, je j'ai pas mâché mes mots, et puis j'y suis allée à fond, et oui j'ai été l'objet de critiques, des gens qui sont bien déversés. Et, notamment ce matin, j'ai eu encore une dame là, qui écrivait un truc qui disait que comme je consulte plus en naturopathie et que je suis bien loin de tout ça parce que maintenant je suis devenue genre, euh, j'en sais rien, que je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, etc. Je suis complètement déconnectée de la réalité et que je raconte des conneries aux gens, etc. Eh bien, oui, ça me touche. Et comment je garde le cap face aux critiques? Eh bien, déjà, je laisse les gens répondre aux critiques. Merci de l'avoir fait. Si vous avez été, vous êtes un grand nombre d'entre vous à l'avoir fait, à passer derrière les commentaires négatifs et à distiller d'autres informations et à partager d'autres points de vue. Et ça a été très aidant. Donc déjà, j'ai une grande confiance dans l'esprit communautaire, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un a une idée, bah, c'est bien rare qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui ait la même idée et qui vienne soutenir cette idée. Et puis on est là aussi pour nourrir entre nous bah, tous les possibles. Et donc on fait ça ensemble. Ouais. Merci pour les commentaires. Et les gens vous parlent d'eux. Et donc si je prends l'exemple de cette dame qui est revenue ce matin à la charge encore sur un post qui date de la semaine dernière, etc. La dame était là en train de critiquer, etc. Ma posture. Donc elle critiquait même plus le message qui était de l'ordre... Moi je disais que les masques ne sont pas utiles pour tous et qu'on devrait porter des masques éventuellement pour se protéger soi. Mais si on est malade, etc. Mais qu'il y a une grande mascarade en ce moment et qu'il y a beaucoup de mensonges. Et elle a carrément été dans une autre sphère. Et je pense que elle a essayé d'attaquer le fait que j'étais aussi où j'ai fait un choix de travailler dans le coaching et dans le fait d'aider les gens à être dans le succès, etc. Et je pense qu'en fait, ça irrite des personnes. Et bon, là, peut-être que je me fais des histoires, mais
potentiellement je dois irriter cette dame parce que je m'autorise à être pleinement moi-même et je m'autorise à changer, à transformer mon métier, à faire en sorte que les gens ils se sentent en puissance, que les gens gagnent de l'argent, que les gens aient des entreprises, que les gens aident les autres, etc. Et se sentent moins timides. Et peut-être que les gens aient aussi moins un discours policé. Et je dois la saouler. et, et je pense que plus on s'affirme et plus on ose être soi, plus on risque de saouler les gens avec qui on est, parce que ça les embête. Mais c'est pas grave, parce que moi j'ai aucun regret d'avancer sur ce chemin, d'être vraiment moi-même. Et même s'il y a des moments je me dis mais qu'est-ce que tu fais Anne-Claire? Ouh là là, attention. La plupart du temps, je me dis mais oui, en fait c'est tellement évident que c'est ça, il n'y a, même pas il y a même pas de choix. C'est-à-dire que pour moi c'est ça ou c'est ça. Je m'emballe un peu. Alors je vais prendre la question là de Charlotte. Penses-tu que s'exprimer sur les réseaux sociaux est indispensable aujourd'hui si on a un message important? Les réseaux sociaux sont aussi très énergivores et chronophages. Alors, c'est toi qui décides. Tu n'es pas obligé de t'exprimer sur les réseaux sociaux aujourd'hui si tu as un message important. Tu peux aussi envoyer des emails, tu peux aussi passer des coups de téléphone aux gens, tu peux aussi les voir en face à face et diffuser ton message important. Il n'y a vraiment il y a pas d'obligation d'être sur les réseaux sociaux. Simplement, il y a une limite. Qui est que tu peux parler en face à face qu'à un nombre limité de personnes. Tu vois, tu vas, je sais pas, par semaine, tu vas peut-être rencontrer 10 personnes, faire des déjeuners, des dîners, ou peut-être aller dans des fêtes et tu vas peut-être voir 20 personnes à ce moment-là, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose avec les réseaux sociaux qui est démultiplié en termes de personnes que tu vas toucher. Alors, est-ce que c'est important de toucher un grand nombre de personnes? Je ne sais pas. Pas forcément, parce que si tu touches des personnes vraiment et que ce message est bien passé, eh ben, eux vont aussi toucher d'autres personnes, qui vont aussi toucher d'autres personnes, et puis toucher d'autres personnes. Donc, c'est comme un grand maillage, qu'on est tous ensemble et qu'on est, voilà, au bout d'un moment, ça fait une grande toile d'araignée, et puis le message est diffusé, puis il est partout. Donc, c'est pas du tout une obligation d'être sur les réseaux sociaux, je pense. Moi, j'ai senti que c'était mon chemin, mais parce que j'ai avancé vers quelque chose d'assez public, du fait d'écrire des livres, etc. Mais c'est pas le chemin de tout le monde, si c'est pas ton délire. Si c'est pas ton délire, pose-toi la question, est-ce que c'est pas ton délire parce que tu as peur ou parce que vraiment t'as pas envie et tu préfères faire du face-à-face, faire des newsletters ou des choses comme ça, plus intimistes, etc. Il faut vraiment juste voir si ça vient d'un espace de contraction, de peur, ou d'un espace d'expansion, bah, y a de la place et c'est là que j'ai envie d'être. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de règle. Alors ça va faire déjà 1 heure. C'est passé hyper vite. J'espère que tout le monde a eu des réponses à leurs questions. Je suis désolée s'il manquait peut-être des briques. Ah ouais, tiens Stéphanie, merci. Je n'ose pas m'exprimer parce que j'ai l'impression que j'ai rien d'original à dire et que les sujets qui me plaisent ont déjà été abordés des centaines de fois. Oui, mais pas par toi. Oui, mais pas avec ta couleur. Oui, mais pas avec ton expérience. Et en fait, il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler des messages que toi tu veux diffuser et en tout cas pas avec cette couleur-là. Et donc rien que pour ça, il faut le faire parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Donc Stéphanie, vas-y, go, go, go. Vraiment, je te soutiens à fond. Et plus on sera nombreux aussi à diffuser les mêmes messages, vous savez, les gens, tout ce qui est nouveau pour eux, ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à intégrer. Donc ils ont besoin d'aller le lire une fois chez Stéphanie, une fois sur une page là, une fois à la radio, une fois à la télé, une fois sur un blog, une fois là. Et pour que ce message y soit diffusé, par exemple un message de santé naturelle, eh bien, vraiment, il faut qu'il soit partout. Donc, voilà, on est tous les maillons d'une chaîne immense. Donc, Julie dit keep going. Oui, keep going. Donc, allez-y à fond. Bon, ah si, j'ai 30 secondes restantes. Quelqu'un me demande comment se déroulent mes séances de coaching. Vous pouvez m'envoyer un email. C'est pour les professionnels de la santé naturelle. Mais là, il y a plusieurs mois d'attente parce qu'il n'y a plus de place. Et puis, je donne aussi des cours de coaching. Et je prépare un programme qui commence le 5 juin pour réenchanter nos vocations. Voilà, il me reste encore quelques vidéos à tourner. Merci d'avoir été là et je vous souhaite un merveilleux dimanche. À bientôt!